Bonjour, bienvenue à tous, c'est Le Nodal, le podcast, l'épisode 7. Alors 7, mais nous ne sommes que 4 autour de notre table virtuelle. Et oui, confinement oblige car nous enregistrons le 8 décembre 2020, nous vous proposons un télépodcast sur la télé. C'est un peu comme le télétravail mais en podcast. Et comme c'est bientôt Noël, nous apportons dans notre hôte une rétrospective féerique à l'occasion d'une belle actu sur Canal+, mais aussi des braises scintillantes et des pépites enchantées. On va vous gâter, c'est promis. Alors comme d'habitude, vous pouvez nous écouter dans vos applications de podcast favorites et nous regarder sur YouTube dans une version enrichie des contenus vidéo issus principalement de notre médiathèque. Alors pour ce numéro, nous avons Antoine qui nous accompagne à la technique. Salut Antoine. Salut François-Loïc, salut à tous. On a également Valentin avec nous. Salut François-Loïc, bonjour à tous. Et Bastien. Bonjour François-Loïc et bonjour à tous. Après avoir fait le tour de l'habillage en brève et en extrait, nous allons donc nous intéresser au nouveau moving logo de Canal+, avec toi Valentin. Canal qui fait sa révolution sans renier ses racines, l'occasion d'ailleurs de faire un petit saut dans le temps avec Bastien. Oui, nous reviendrons sur l'histoire récente de l'habillage de Canal+, et de la mise en place de son terrain de jeu créatif. Alors c'est un peu crypté dit comme ça, mais on va décoder tout ça ensemble. Et on conclura évidemment par les pépites de la médiathèque, les nôtres, mais aussi les vôtres, que vous nous avez soumises sur les forums. Le Nodal, le podcast, l'épisode 7 à la maison, c'est parti. Et on commence ce podcast par notre désormais point traditionnel sur l'impact de la crise sanitaire à la télévision. Retour donc le 14 octobre dernier, le président de la République annonce l'instauration d'un couvre-feu entre 21h et 6h du matin, et donc dans plusieurs métropoles de France, la vie culturelle nocturne s'arrête subitement. Dès lors, comment accompagner les téléspectateurs dans cette période particulière, tout en gardant une fenêtre ouverte sur le monde du théâtre, de la musique ou encore du cinéma ? Eh bien voici un élément de réponse. À la maison, c'est donc une quotidienne montée en quelques jours seulement et diffusée en seconde partie de soirée sur France 2. Alors pourquoi ce titre, 6 à la maison ? Eh bien, c'est tout simplement en référence aux recommandations sanitaires émises par le chef de l'État de ne pas se réunir à plus de 6 personnes dans un foyer. Son générique nous emmène dans des rues désertes, mais où les immeubles s'éclairent soudain, une lumière qui est celle de nos foyers où nous sommes confinés, mais peut-être aussi de la culture qui continue de vivre. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que France Télévisions aménage en urgence ses programmes en raison du contexte sanitaire. Le groupe avait notamment proposé au printemps dernier Lumni, son dispositif destiné à assurer la continuité pédagogique pendant le premier confinement. Le service public a également imaginé une programmation exceptionnelle autour d'un film diffusé chaque soir sur une de ses antennes ou sur sa plateforme en ligne. Et pour amener un peu de lisibilité dans une offre dispersée, le groupe a d'ailleurs diffusé des bandes-annonces sous forme de semainier. Vos films cette semaine sur France Télévisions. Lundi, Les Aventuriers sur France 5. Mardi, Le Hobbit, la bataille des 5 armées sur France 2. Mercredi, Azur et Asmar sur France 4. Jeudi, Mes héros sur France 3. Vendredi, Un homme qui me plaît sur France 3. Samedi, Zombilenium sur France 4. Et dimanche, Paris Hill, American Traffic sur France 2. Tous les soirs, il y a un film de cinéma sur France Télévisions. Mais le couvre-feu a également impacté des émissions déjà à l'antenne. En septembre dernier, Laurent Ruquier lançait « On est en direct ». Alors le titre résume à lui seul l'ambition du programme, proposer un talk-show en direct le samedi soir en seconde partie de soirée. Et d'ailleurs, c'était très attendu, surtout pour un samedi soir. Mais au bout de son 4e numéro seulement, On est en direct perd le direct. Ce soir, toujours confiné, donc à nouveau presque en direct. Alors l'émission est enregistrée le samedi après-midi et devient donc On est presque en direct. L'ambiance de club de nuit à l'anglaise demeure, mais l'habillage est mis à jour en conséquence. Après le couvre-feu, Emmanuel Macron a ensuite annoncé le reconfinement le 28 octobre dernier, puis les modalités du redéconfinement le 24 novembre. Alors j'espère que vous suivez. Ces deux annonces se sont faites via la traditionnelle allocution présidentielle diffusée à 20h. Mais ces allocutions ont réellement évolué dans leur mise en image, oublié le décorum traditionnel de l'Élysée avec ses boiseries, son mobilier classique, le chef de l'État apparaît sur fond blanc avec simplement le monogramme République française en fond.
Mais la grande nouveauté, c'est l'apparition d'infographies. Un volet a fait son apparition à droite de l'image pour afficher les chiffres de la situation épidémique dans un premier temps, puis les mesures décidées un peu plus tard. Une manière pour le public d'appréhender plus facilement des données qui peuvent sembler complexes et d'offrir un support permettant de soutenir les propos du président. Un moyen aussi, peut-être, de faire de la pédagogie quand la défiance liée aux décisions gouvernementales peut apparaître grandissante. De votre côté, est-ce que vous ne trouvez pas que ce type d'habillage pour une allocution présidentielle peut désacraliser un peu la parole du président ? Valentin, peut-être ? Alors, désacralisation, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un changement de stratégie. On se souvient qu'au printemps dernier, les allocutions s'étaient faites un peu plus rares parce que les mesures sanitaires avaient évolué très doucement, donc la parole d'Emmanuel Macron était beaucoup plus rare. Là, cet automne, la situation sanitaire, elle a un petit peu évolué. La situation s'est accélérée, les mesures aussi, et donc il y avait manifestement le besoin d'aller vers plus de pédagogie, vers plus de clarté, surtout quand le déconfinement s'échelonne sur 2-3 étapes. Et maintenant, on retrouve d'ailleurs à peu près la même structure, c'est-à-dire le chef de l'État expose le contexte avec les données épidémiques, première slide, et dans une seconde slide, on a le détail des mesures. Bastien ? Ouais, c'est une volonté de rendre beaucoup plus didactique. Alors, on pourrait rentrer dans tout le champ de la communication politique, c'est pas vraiment le cadre de ce podcast, mais on pouvait reprocher au chef de l'État d'avoir une communication un peu plus floue, un peu plus sur les valeurs de l'État avec le « nous sommes en guerre », etc., qui annonçait pas de mesures, et au contraire d'avoir le gouvernement qui lui annonçait des mesures, mais qui étaient beaucoup trop évolutives d'un jour à l'autre. Là, l'idée, c'est on rend didactique dès le discours du chef de l'État, on pose les informations, on les inscrit à l'écran. C'est pas sans rappeler d'ailleurs le format ce qu'il faut retenir, qu'on avait vu apparaître d'abord sur la chaîne Info lors des grands événements, avec sur un encart de l'écran les principales informations d'un breaking news en cours ou d'une allocution qui se tenait. Ça s'est vu d'ailleurs dans les premières conférences de presse du gouvernement. Ça a été repris ensuite par TF1 et par France 2. Et là, on voit que c'est l'Élysée directement qui a récupéré ça pour indiquer clairement ce qu'il faut retenir du discours, parce que c'est vraiment des allocutions qui sont exemptes d'habillage habituellement. Oui, Valentin, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, d'ailleurs, ces slides, cette mise en image, elle vient pas de nulle part. On se souvient au printemps, pendant le premier confinement, les points presse, qui étaient animés par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, où le Premier ministre, justement, s'appuyait beaucoup sur des infographies, sur des cartes, pour expliquer un petit peu la situation sanitaire. Et je pense que ces slides qu'on voit maintenant dans les allocutions d'Emmanuel Macron, elles ont été grandement facilitées par l'instauration de la nouvelle charte gouvernementale qui est arrivée en février dernier, qui est arrivée aussi avec cette volonté de clarté, justement, de faire en sorte que les services de l'État délivrent un message qui puisse être facilement lisible pour les concitoyens, et notamment avec la nouvelle typographie de l'État, la Marianne, qu'on retrouve justement dans ces infographies. Alors on peut dire clairement que cette nouvelle charte est tombée à point de nommé avec cette crise qui s'est annoncée ensuite. Absolument. Bastien, je crois que tu voulais réagir sur 6 à la maison. Ouais, je voulais revenir un peu sur les programmes culturels. Alors, on a des programmes du coup du lundi au samedi culturels en deuxième ou partie de soirée tous les soirs. On se croirait revenu à l'ère de Ce soir ou jamais sur France 3 avec toujours un programme à vocation culturelle le soir sur le service public. 6 à la maison, ça a été monté vraiment à un temps record par les mêmes équipes que C'est à vous. La production, c'est Troisième œil. Alors on reconnaît le décor, ils ont juste enlevé la table. On reconnaît aussi les intervenants, c'est Patrick Cohen et Anne-Elisabeth Lemoine qui animent. On a Bertrand Chameroy qui est notamment chroniqueur dans C'est à vous, qui chronique aussi dans 6 à la maison. On a aussi la mutualisation des réseaux sociaux. Il y a un seul compte unique pour C'est à vous et pour 6 à la maison, ce qui permet de faire la promotion aussi de ce nouveau rendez-vous temporaire, éphémère, comme il le rappelle en début d'émission. Notons ceci dit que ici la culture est beaucoup mise en valeur via les films, via ces émissions. Il y a un créneau qui n'a pas du tout été occupé ici, c'est celui du sport. On se souvient qu'au premier confinement, France Télé avait mis un rendez-vous de gymnastique, rester en forme, qu'elle n'a pas fait revenir pour ce second confinement, à l'inverse de la RTBF qui lui a fait un rendez-vous qui s'appelle Bouge à la maison sur Tipeee, si j'ai bonne mémoire, qui porte les mêmes vertus que le rester en forme du premier confinement, c'est-à-dire continuer à faire de l'activité sportive alors qu'on est censé rester chez soi. Ouais, mais c'est parce que t'étais pas disponible pour donner les cours, Bastien, c'est pour ça. Si seulement.
Valentin, je crois que tu voulais aussi parler des marmottes qui se sont adaptées aussi au Covid. Oui, les marmottes qui reviennent pour Noël, alors on en parlera un petit peu plus tard dans les brèves, et les marmottes ont une mission supplémentaire, à part celle de divertir, c'est d'initier aux gestes barrières. Donc on a vu des petits modules animés sur les réseaux sociaux publiés par le compte Twitter de France 3, et c'est un moyen finalement assez ludique d'initier aux gestes barrières, d'autant que ce sont des incarnation très populaire maintenant, les marmottes. Donc je pense que ça peut vraiment marcher auprès des familles et auprès des enfants. Et on va passer à présent aux autres brèves. Alors du côté de l'habillage, on notera principalement 2 nouveautés cet automne. On va commencer par France 3 qui fait évoluer son habillage antenne, lancé en janvier dernier. On vous en parlait dans un précédent podcast. En septembre, tout d'abord, un nouveau sonore habille les différents jingles existants. Écoutez, sur ce même jingle, on passe de ça. Alors un sonore plutôt identifiable et décliné sur différents jingles à ceci. Désormais, le sonore est davantage travaillé, moins répétitif et il s'adapte aux différentes scènes présentées. Il est parfois par exemple plus punchy et rythmé, plus enjoué aussi sur ces scènes festives. Et parfois, on conserve le côté très aérien, suspendu, rêveur, voire onirique. Ensuite, côté visuel, la banque de travelling a été complétée pour offrir une plus grande variété de scènes de vie, comme celle que vous venez de voir si vous nous suivez sur la version vidéo du podcast. Les nouveaux jingles incluent encore plus de paysages et de personnages différents, ce qui répond complètement à la volonté de diversité qui avait prévalu à la conception de ce nouvel habillage que nous vous présentions donc dans le Nodal le podcast numéro 4. On observe également une évolution du concept avec un travelling rotatif qui peut rappeler d'ailleurs de façon lointaine le concept des jingles pubs de TF1 en présentant le recto et le verso d'un même décor, mais toujours ici en prise de vue réelle. Et d'ailleurs, dans ce jingle pub que vous allez voir, ce sont des artisans qui travaillent l'extérieur et l'intérieur d'un bâtiment, un jardinier et un peintre. Alors, vous ne trouvez pas que l'identité sonore de France 3, finalement, elle semble se jouer sur l'absence d'identité sonore propre à la chaîne? Bastien, peut-être? Non, déjà, il faut quand même noter que c'est mieux que le précédent habillage de France 3. On avait seulement des chansons qui revenaient où France 3, au final, avait totalement oublié le concept même d'identité sonore. Là, on retrouve quand même une identité qui évolue. C'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en 2008, au final, où il y a eu une première version de l'habillage qui avait été mis à l'antenne et qui avait totalement changé 3 ou 4 mois après, tant d'un point de vue sonore que visuel aussi d'ailleurs. Faut dire que les premières versions étaient assez sinistres, je sais pas si vous vous en rappelez, sinon elles sont évidemment dans la médiathèque. À voir ici si ça n'a pas plutôt un lien avec la saisonnalité qui avait été annoncée. La direction artistique avait dit vouloir faire évoluer l'habillage, et c'était déjà le cas visuellement pour le précédent en fonction des saisons. Alors visuellement on savait que ça allait arriver. Est-ce que sur l'identité sonore, cela va évoluer dans 3-4 mois en fonction des saisons? On verra bien. Moi, je le trouve très contemporain, ce sonore. Pour le coup, il y a des petites touches électro, ça s'inscrit bien dans son époque. Ce sonore un peu éthéré correspond aussi assez bien à l'aspect cinématique du visuel avec ce travelling. Et puis, on a des déclinaisons assez subtiles qui évitent la répétition, qui évitent l'usure, tout en assurant quand même une sorte de cohérence dans le pack. Bastien l'a dit, le changement, c'est un peu dans l'ADN de la chaîne, hein. C'est vrai que ça fait quelques années, depuis les années 90, que la chaîne se calque sur les saisons pour renouveler son habillage. Donc on va dire que c'est dans les habitudes de la direction artistique de renouveler aussi ses jingles, ses versions sonores, etc. Merci Valentin. Alors ça c'était pour France 3. Du côté de France 24, mais ce coup-ci uniquement sur le canal anglophone, 4 génériques de cases qui ont été conçus par l'agence Barjabul ont été mis à l'antenne. On découvre ça ensemble avec 2 de ces génériques.
Alors comme vous avez pu l'entendre, il s'agit de variations d'un même thème musical pour ces différents nouveaux génériques. Et sur le plan visuel, ils reprennent tous les codes identifiables de la chaîne française internationale, la gamme de couleurs, bleutées notamment, les carrés et les alphabets typographiques, comme dirait l'autre. Ça vous plaît? Alors je vous fais découvrir également les génériques de Culture Daily et de France by France 24. Alors vous noterez également une vraie évolution avec davantage de jeux de motion que dans le reste de l'habillage. Il faut quand même noter qu'il s'agit d'une des rares nouveautés depuis la mise à l'antenne de l'habillage de Gédéon, et c'était en 2013. Il y a un vrai contraste pour le coup avec le reste de l'habillage, c'est-à-dire qu'on est dans un univers beaucoup moins flat, avec beaucoup de dégradés, beaucoup d'éléments aussi, à la fois une sorte de mix entre de la typo, de la photo, des éléments graphiques, et tu l'as dit François Loïc, plus d'animation. Ça pour le coup, ça offre une vraie différence, ça se démarque beaucoup de ce qu'a pu faire Gédéon sur l'habillage depuis 2013. Et puis il y a cette animation assez inédite du logo qu'on n'avait pas encore vu jusque-là, et une vraie tentative aussi d'essayer de renouveler un petit peu la marque. Ça peut donner quelques billes, on va rester très prudent bien sûr, mais ça peut donner quelques billes pour une future évolution de l'habillage. Ouais, Bastien, c'est ce que tu penses aussi? Peut-être les prémices d'un nouvel habillage? Oh, pas forcément. Justement, c'est des éléments qui dénotent un peu de la charte sur France 24. On en voit de plus en plus. L'habillage a aussi légèrement évolué dans le générique de certaines chroniques ou de programmes courts comme la météo. C'est peut-être plutôt les prémices d'une évolution éditoriale pour la chaîne, qui est en test actuellement sur le canal anglophone. Cette volonté de catégoriser les modules et de les regrouper par cases, c'est quelque chose qu'on avait déjà notamment pu voir à quelques reprises sur France Info, avec les blocs être et avoir, par région, par outre-mer, international, instaurer une logique éditoriale dans l'enchaînement de ces programmes courts, pour casser le côté un peu pilote automatique de la chaîne dans les heures creuses, en parallèle du coup des grandes tranches d'informations qui sont Paris Direct, notamment le matin et le soir. C'est pas un peu long 7 ans pour un habillage de chaîne info, Valentin? Si, c'est un cycle qui est quand même relativement long. Alors une chaîne d'information en continu en plus, c'est par définition, par essence, une chaîne qui s'actualise en permanence. 7 ans aussi, en époque médiatique, on va dire, c'est très long parce que les pratiques ont évolué avec les supports numériques, notamment les réseaux sociaux. En même temps, les codes graphiques n'ont pas beaucoup bougé, c'est-à-dire que l'habillage de Gédéon en 2013 s'inscrivait très clairement dans cette tendance du flat design. Donc pour le coup, on peut dire qu'il reste un peu en phase avec les tendances graphiques de maintenant. Mais voilà, 7 ans pour un habillage et a fortiori pour un habillage de chaîne info, ça commence à faire un petit peu. Donc à voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Eh ben on va rester vigilants. Et maintenant, si je vous dis qu'on a pu voir circuler sur Internet une bande-annonce réunissant à la fois Élise Lucet et les princes et princesses de l'amour, franchement, vous pensez que je bluffe? Oui, Martoni. Pas du tout, en fait, il s'agit de Salto. Alors, soyons honnêtes, qui ici n'a jamais douté du lancement cette année de Salto? Il faut dire que ce projet de Netflix à la française a suscité moultes interrogations sur sa viabilité d'une part, sur la possibilité aussi de faire travailler ensemble acteurs publics et acteurs privés, voire même, et cela reste encore à construire, à fédérer au-delà de notre frontière. Mais faisant fi des mauvaises langues, le projet de Delphine Ernotte, qui, rappelons-le également, s'est vu reconduite cet été à la tête de France Télévisions, eh bien ce projet a vu le jour cet automne, et même un peu en catimini. Pas de grand renfort publicitaire lors du lancement, ni plus ni moins donc un sujet en off à la fin du JT, la bande-annonce dont je vous parlais que pour retrouver sur Internet, puis quelques bandes-annonces, d'abord sur l'antenne de M6 puis de France Télé, avec une charte graphique dédiée à Salto. On n'est pas des meurtriers. Parle pour toi. Guette a tué, Micheline a volé, moi j'ai incendié, on est tous des criminels. On a-tu l'air d'être dans une organisation criminelle? Une fois que ton manteau, je te dirais un petit peu. C'est comme devenu le plus beau moment de ma vie. Après la naissance de nos enfants, quand même. Je suis pas sûre. C'est comme ça que je t'aime. Disponible dès maintenant sur Salto. TF1 a ensuite emboîté le pas, mais en utilisant son propre habillage pour mettre en avant cette nouvelle offre de streaming, comme ici pour la série El Embarcadero. Je t'aime. Votre mari s'est suicidé. Qui est cette femme? Qui était Oscar? J'ai besoin de comprendre. Ma vie n'était qu'un mensonge. El Embarcadero. Dès maintenant sur Salto. Ou bien encore pour présenter l'expérience de preview offerte par cette nouvelle plateforme, comme ici la possibilité de voir en avance
Ici tout commence, le nouveau feuilleton de TF1 et dont je suis complètement fan, je vous l'avoue, j'ai pas peur de votre jugement. C'est promis, on regarde ce que ça donne. Retrouvez le prochain épisode d'Ici tout commence dès à présent sur Salto. Alors, je sais que certains d'entre vous ont déjà téléchargé l'appli Salto. Qu'est-ce que vous en pensez en termes d'univers graphique, en termes d'interface ? Alors non, déjà on va pas te juger, François Olic, t'inquiète pas, on serait mal placé pour juger les goûts des gens sur les programmes. Non, l'interface, si vous avez pu l'essayer, alors elle vous dira sûrement quelque chose parce que c'est les équipes de Bedrock qui ont conçu Salto. Alors le nom Bedrock vous dira peut-être rien. Si je vous dis que leur ancien nom c'est M6 Web et que c'est ceux qui sont derrière Sisplay, là tout de suite ça va faire tilt, ça devrait vous parler un peu plus. C'est pour ça qu'il y a une ressemblance très très forte entre les deux interfaces. Là où se situe le logo, là où se situe le nom de l'émission, une interface qui n'est pas d'ailleurs totalement adaptée à une plateforme de SVOD, c'est d'ailleurs plus une plateforme de replay, surtout quand elle agrège le contenu de plusieurs fournisseurs. Il y a des nomenclatures qui sont parfois différentes entre ce que peut faire France Télé et ce que peut faire M6 ou encore TF1. C'est une plateforme qui est encore en rodage, toutes les chaînes annoncées à la conférence de presse ne sont pas encore présentes. On note notamment l'absence de l'équipe qui devait apparaître dans une version premium avec un replay un peu avancé, une collaboration entre acteurs privés et acteurs publics. Ça rappelle un peu TPS à un autre temps. Oui, ou même TF6 il y a encore plus longtemps. Ou dans le même tempo. Et concernant les bandes annonces, c'est vrai qu'on a pu voir que d'un côté il y a ceux qui utilisent le pack shot Salto, vraiment charté Salto, et puis d'autres qui ont utilisé leur habillage antenne pour promouvoir les programmes de cette nouvelle plateforme. Valentin. Oui, et mine de rien, c'est quand même quelque chose d'assez symbolique d'utiliser la charte graphique de TF1 pour promouvoir les programmes de Salto. Quelque part, c'est mettre au même niveau l'offre de l'antenne de TF1 et l'offre de Salto. Donc il y a une sorte d'acte un petit peu politique là-dedans, et c'est pas anodin quand on sait l'engagement de l'audiovisuel français dans ce projet. Ouais, et sur le plan technique, Bastien, ça en dit aussi beaucoup sur des choix qui ont été faits concernant Salto. Oui, notamment le fait que Salto soit maintenant disponible sur, enfin pas encore, mais a été annoncé disponible sur l'HBB TV. Alors pareil, HBB TV, potentiellement ça ne vous dit rien. Alors c'est une techno qui permet de diffuser de l'information. Les gens parlent de télétexte de 2020, entre guillemets. Enfin c'est plutôt le télétexte de 2010 au final, parce que c'est comment diffuser de l'information en plus des programmes sur la TNT, et notamment via la connexion internet. Numérama, on a fait un très bon article sur ce sujet, on vous met le lien dans la description. Alors l'année dernière, on vous avait proposé un épisode spécialement consacré à eux. Je veux bien sûr parler des habillages de fête. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, il est totalement de circonstance pour se replonger dans la magie des fêtes de fin d'année célébrées par les chaînes de télé au cours de ces dernières années. On y croise des marmottes, une célèbre fée et plein d'animateurs sur leur 31. C'était donc l'épisode 3 de notre podcast que je vous invite à écouter de toute urgence si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour revenir à 2020, pas de grosses nouveautés, hormis pour M6 qui a adapté son nouvel habillage. Les formes qui composent le logo et que l'on retrouve habituellement dans certains jingles pubs ont été remplacées par des pictogrammes caractéristiques qui scintillent de mille feux. On retrouve évidemment le sapin, le paquet cadeau, les boules de Noël et un sonore, là encore de circonstance. Et par ailleurs, sur d'autres jingles, dans les contreformes du logo ont été placées des prises de vue réelles, comme une forêt de sapins, un gros plan sur des boules de Noël ou même une table dressée dans un jingle pub contextualisé pour une célèbre marque de supermarché discount au logo jaune et bleu. Alors moi j'aime bien le jeu avec les pictos, moins ceux avec des prises de vue réelles. Vous, est-ce que ça vous plaît ? Je crois que Bastien, t'as un peu le sentiment complètement opposé. J'ai l'avis totalement contraire. C'est bien ce qui me semblait, j'en étais sûr. L'exercice, alors c'est un avis personnel, mais l'exercice de faire un habillage de Noël si peu de temps après la mise à l'antenne d'un nouvel habillage, c'est toujours un exercice qui est compliqué, surtout quand on est sur l'habillage d'M6 qui est vraiment très... qui se base sur quelques icônes, quelques éléments des formes du logo. Et donc du coup, les jingle pubs là-dedans, avec uniquement les pictos de Noël, on n'a quasiment plus aucune identification de la marque. On l'a dans certains symboles où on retrouve un peu les triangles, les formes du logo qui sont évasées. Mais tout ce qu'on a longuement évoqué dans l'épisode 6 a totalement disparu, que ce soit ces formes ou que ce soit ce sonore très épuré à base de 2 accords seulement. Là, il est encombré de grelots, de sons de Noël typiques. Du coup, ça fait une identité que personnellement, je trouve assez neutre.
Ouais, Valentin, en fait, est-ce que M6 c'est pas un peu piégé avec une rigidité de son habillage, de son concept qui du coup les bloque un petit peu ici? C'est sûr que les jingle pubs laissent pas beaucoup d'espace pour pouvoir amener de la personnalisation. Comme le disait Bastien, le concept est assez fermé, hein, basé essentiellement sur les formes du logo. Et même dans les bandes annonces qui n'ont pas été personnalisées pour les fêtes, finalement avec ces codes numériques très marqués, notamment la petite ligne qui rappelle les stories d'Instagram, finalement il n'y a pas beaucoup d'interstices pour pouvoir y glisser des symboles de Noël. Voilà, après encore une fois je rejoins Bastien, laissons le temps à M6 de s'approprier son habillage. Ça fait que 3 mois qu'il est à l'antenne et on verra dans les années qui viennent comment la chaîne va pouvoir essayer de le personnaliser davantage. Oui, et puis avant de poursuivre, comme on parlait de M6, le concept de fluidité qu'on vient d'évoquer, il continue de se décliner, notamment le côté tablette de l'habillage, avec un tout nouvel élément apparu à l'antenne juste avant l'enregistrement de ce podcast. Il s'agit d'une transition en swapping entre la fin d'un programme et une bande-annonce, renforçant encore ce sentiment de continuité d'antenne. On vous le fait découvrir. Et concernant l'habillage des fêtes des autres chaînes, Bastien, je crois que tu voulais intervenir. Alors oui, c'est tout frais parce que ça a été mis à l'antenne hier, donc le 7 décembre. Du côté de France 3, on retrouve les marmottes. Alors on retrouve à la fois des nouvelles marmottes, toujours dans la thématique du sport, comme on l'avait abordé dans les précédentes brèves, mais avec des sports divers cette fois, comme notamment le curling. Mais on retrouve aussi les marmottes de 2016 et de 2018, donc qui font de la musique et qui font des films, comme si on avait tout d'un coup le best-of des marmottes. Alors est-ce que c'est le barou d'honneur avant un nouveau concept l'an prochain? Pour l'instant, on ne sait pas. Et du côté de France 2, on retrouve une sorte de mélange entre l'habillage de Noël des années précédentes et l'habillage intemporel, puisqu'on retrouve les mandalas et toutes les boules, les guirlandes de couleurs or et rouge, mais dans le décor habituel des jingle pubs, donc le plateau de France 2, le plateau de France 3, la régie, le siège de France Télévisions, et dans une musique qui est plus typique des styles de fin d'année. On abandonne la musique jazzy et on a plus une musique avec des grelots typiques fin d'année Noël. On perd un peu le côté festif. Est-ce que c'est la volonté de dire regardez, on essaye de trouver une ambiance de fête, mais on continue à assurer notre mission de service public dans ces temps un peu difficiles? Potentiellement. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés cette année, Valentin. Non, en effet, il faut dire que le contexte n'est pas très porteur, déjà parce que on est en pleine crise économique, et donc ça incite pas forcément les chaînes à investir dans de nouveaux habillages de fête. Et puis la situation, elle est aussi difficile pour les Français. On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur les fêtes de fin d'année, que la crise sanitaire pèse aussi beaucoup sur le moral. Donc est-ce que déployer un habillage très festif, ça serait pas un petit peu décalé avec l'ambiance de l'époque? C'est peut-être aussi la question que se sont posées certaines directions artistiques. Oui, clairement, un Noël un peu différent cette année. Et juste avant de terminer ces brèves, petit clin d'œil à un programme désormais culte de la télévision. Alors si je vous dis qu'il a été lancé en 2001 sur France 2 et que son célèbre générique est inspiré de la musique composée par Michel Legrand pour le film Le Messager, vous pensez à quoi évidemment? Séance de cinéma, je pense, la case cinéma. Petite private joke, non, c'est bien sûr Faites entrer l'accusé qui revient depuis cet automne pour des inédits. Alors maintenant ça se passe sur RMC Story et l'émission est désormais présentée par Rachid Mbarki, toujours accompagné de l'inusable Dominique Rizet, ça c'est pratique pour travailler sa prononciation, l'inusable Dominique Rizet, figure historique du programme. Alors il y a peu d'évolution, la musique est toujours là, on retrouve les mêmes codes graphiques tant ils sont liés à l'univers connu et reconnu de Faites entrer l'accusé. Ils sont d'ailleurs même utilisés pour promouvoir le retour du programme dans les jingle pubs de la chaîne. Voyez plutôt. Ou bien celui-ci avec une variante musicale en fin de page de pub. Et du côté du générique, même scénario avec bien sûr le visage des nouveaux présentateurs, toujours des effets de glitch et de 3D, même si ceux-ci sont bien mieux maîtrisés et dosés, je trouve, que dans la V2 du générique apparu en 2012.
Moi, je trouve que c'est une belle actualisation de l'habillage historique de l'émission. On retrouve les codes emblématiques, surtout ce jeu de bande verticale. D'ailleurs, le précédent habillage, c'était l'agence Les Demoiselles, qui ont fait beaucoup de créations dans le domaine de l'habillage télé. Toujours cette ambiance polar très marquée, mais en même temps, une interprétation un petit peu plus moderne, avec une animation plus fluide, plus contemporaine. Et un petit mot aussi d'ailleurs sur le plateau et la réalisation. Là aussi, alors là, on est plus sur un retour aux fondamentaux, donc les premières saisons avec Christophe Ondelat. Je ne sais pas si vous vous souvenez du labo de Frédéric Lantieri. Il y avait notamment des explications avec Dominique Rizet avec un rétroprojecteur. Enfin, c'était assez moderne. Ça faisait un petit peu penser à une morgue parce que c'était extrêmement froid, même trop froid, de l'aveu de Dominique Rizet qui avait confié ça il y a quelques semaines dans une interview. Donc là, on est revenu un petit peu sur le mobilier chiné, la lumière tamisée, la photographie un peu sépia. Tous ces petits codes que le réalisateur historique de l'émission, qui était Bernard Farou, avait introduit, qui a fait vraiment la réputation de l'émission. Et puis peut-être un petit détail croustillant, enfin une anecdote, c'est toujours l'Industrie, la police, l'ancienne police corporate de France Télévisions, qui est utilisée dans les synthés, donc qui survit au changement de chaîne. Et pour finir sur Faites entrer l'accusé, l'émission fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Je crois qu'il est temps de clore ses brèves et d'invoquer à présent l'esprit canal. Alors on en parlera dans un instant avec Valentin. Pour ses 35 ans, Canal+ s'est doté d'un nouveau moving logo, un nouvel élément graphique reflétant le positionnement de la chaîne et du groupe. Un nouvel élément graphique qui s'inscrit, Bastien, dans l'univers du Creative Playground de la chaîne cryptée qu'elle installe depuis 2009. Oui, l'histoire du Creative Playground, c'est l'histoire du Canal+ d'après. De l'après analogique, alors que la TNT s'est imposée et que la DSL le bouscule déjà. De l'après 25 ans et de la crise d'identité que l'on peut avoir passé le quart de siècle, et de l'après Robial surtout, qui à son départ en 2008 laisse un fort héritage et une image de marque. Nous sommes donc en 2009, et Canal met à l'antenne de nouveaux habits qu'elle porte encore actuellement. La mission d'Olivier Schack, le directeur artistique de la chaîne à l'époque, est aussi simple que complexe. Comment entrer dans cette nouvelle ère en créant de nouveaux codes, déclinables selon les chaînes et selon les supports, tout en conservant l'historique de la marque, son logo et ses alphabets. C'est l'agence Devilfish qui relève cette mission, et c'est à ce moment que les prises de vue réelles arrivent pour la première fois dans l'habillage de la chaîne. Des prises de vue abstraites qui prennent place dans un écran divisé en 4 par le plus du logo. C'est pour ce jeu entre le réel et l'abstrait que cette agence est d'ailleurs choisie. C'est Olivier Schack qui nous l'explique en 2009 pour un article du blog. Nous avions en tête les idents que l'agence avait réalisé pour la chaîne anglaise Five, et notamment celui avec un requin qui mange le logo. On se disait, ce n'est pas de la 3D. Et ils nous ont expliqué avoir découpé les lettres du logo dans une matière spongieuse imbibée de sang. Ils sont ensuite partis au large et ont attendu qu'un requin arrive. Pour Canal+, Devilfish tourne alors des éléments réels avec une focale macro, des gouttes d'eau, des gyrophares, des arbres ou encore des toiles d'araignée pour la case « Séance interdite ». À partir de cette division d'écran par le plus du logo, les habillages des autres chaînes se dessinent alors toujours autour de dispositifs réels. Canal+ décalé, par exemple, adapte l'habillage de sa grande sœur avec un montage plus décalé et des éléments inclinés de 5 degrés, donc décalés. Pour Canal+ Cinéma, l'agence Devilfish joue avec les pellicules, les gratte, les peint, les efface, les projette en positif, en négatif, avec aussi un jeu sur la lumière pour faire ressortir la teinte bleue historique de la chaîne, le tout sur une bande sonore composée par Malcolm Goldie. Pour Canal+ Sport, les mouvements des athlètes, filmés en studio sous 80 angles différents, sont rendus fluides, presque fantomatiques. Le sport est suggéré, parfois méconnaissable. Le plus important, c'est le mouvement. Seul Canal+ Family adoptera alors un habillage entièrement en images de synthèse qu'elle troquera vite en 2011 pour un habillage où les dessins et les symboles typographiques s'immiscent dans le réel.
Alors Valentin, ce qu'on a pu observer là pour Canal+ Cinéma, cette pellicule grattée, il y a un petit côté artisanal qui nous rappelle quelque chose. Oui, c'est cette pellicule qu'on vient gratter, qu'on vient peindre, finalement, c'est pas si éloigné de ce que faisait Étienne Robial, donc le directeur artistique historique de Canal+ entre 84 et 2008. Le même Robial qui, du coup, découpait ses lettres, ses typos, venait les photocopier pour les agrandir, pour les rétrécir, pour venir aussi en faire apparaître le grain. Et voilà, on est dans cette idée, on disait de Robial qu'il était un manipulateur de signes, on est complètement là-dedans, manipulateur au sens de celui qui triture à la main les signes graphiques et qui vient créer comme ça, de manière très artisanale, ses habillages. Et ce jeu même entre réel et abstrait, entre le mouvant et la rigueur, c'est la naissance pour Canal+ d'un terrain de jeu créatif au sein duquel un grand nombre d'éléments seront donc créés. Oui, un terrain de jeu créatif, le Creative Playground, donc, qui se base sur 3 principaux piliers, la géométrie, la lumière et la typographie. Au fur et à mesure des éléments imaginés par la chaîne, par le groupe et par les agences sollicitées, le concept va s'affiner et va se concentrer sur des dispositifs de prise de vue et de lumière créés à chaque fois pour l'occasion et qui vont permettre de toujours identifier la marque. Des éléments diffusés sur Canal+, évidemment, mais pas que. C'est le cas notamment de celui le plus iconique. Vous devriez le reconnaître rien qu'à son sonore. Sur une musique d'Alexandre Desplat et une réalisation de Grant Gilbert pour l'agence Devil Fish, des faisceaux de couleurs et un logo sont projetés sur 25 lamelles de verre en suspension. C'est le Moving Logo de Studio Canal, diffusé avant chaque film que le studio produit ou distribue. Grant Gilbert explique le dispositif dans un making-of disponible sur la page Vimeo d'Olivier Schack. La lumière est la peinture et ce dispositif est la toile. Nous avons créé cette structure faite de 25 pièces de verre et chacun de ces panneaux a un format de 1:1 similaire à celui qu'on utilise au cinéma. La lumière issue du projecteur est en réalité le contenu d'une partie du catalogue du Studio Canal. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la projection derrière moi, il y a des extraits de À bout de souffle, un classique de Studio Canal, mais aussi des aventures de Samy la Tortue, croyez-le ou non, de The Tourist ou encore de Des Mineurs. Sammy the Turtle, believe it or not, The Tourist and Hurt Locker. Ce Moving Logo, c'est la réunion de 2 envies. D'abord celle du studio Canal, d'avoir un Moving Logo de cinéma à l'opposé des studios américains en images de synthèse. Mais c'est aussi celle de la direction artistique de Canal, en simple conseil sur le projet, de rafraîchir l'identification des créations originales de la chaîne et de la rapprocher de celle de Studio Canal qui les distribue, notamment en DVD. Ce jeu sur la lumière au cinéma sera aussi utilisé en 2013 pour le Moving Logo de la régie publicitaire qui programme les publicités avant les films des salles obscures de l'UGC. Un jingle réalisé par Olivier Degrave, actuel directeur de création du groupe. Des lasers, synonyme de précision, rebondissent dans des miroirs et unifient le tracé régulateur du logo de l'UGC et de celui de Canal+ Régie. Géométrie et lumière sont à nouveau réunis. Schack et Degrave nous l'explique alors. Nous pensons qu'il y a des choses que l'on ne peut reproduire en infographie, la subtilité de la lumière, de son contact avec la matière, le grain d'une image. Tout cela mérite que l'on prenne le temps de fabriquer quelque chose qui n'existe pas que dans un ordinateur. Oui, d'ailleurs, Valentin, l'identité de Canal+, on a l'impression qu'elle est faite pour s'appliquer à plusieurs supports. Oui, il y a un petit côté, alors je mets de très gros guillemets de part et d'autre de ce mot, mais il y a un petit côté transmédia. C'est-à-dire que on sent un souci de continuité entre le Moving Logo de Studio Canal au cinéma et puis le petit jingle création originale que nous a montré Bastien. Et ça, c'est très facile à faire avec le Creative Playground pour le coup, parce que on peut réutiliser très facilement les rushs, vu que tout est tourné en prise de vue réelle et vu qu'on est aussi dans cette esthétique très, cette méthode très artisanale, on peut venir réutiliser les bandes tournées, venir les manipuler, les remixer.
Et là, on le voit très clairement dans le jingle création originale. On voit comment on est venu réutiliser cette matière-là pour créer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, la notion création originale, c'était finalement assez avant-gardiste parce que ça fait longtemps que Canal l'utilise. Et après, on a vu arriver les Amazon Originals, Netflix Originals. Donc, c'est pour le coup sacrément bien vu de la part de Canal. Et du côté de l'antenne, 3 autres créations s'inscrivent dans ce terrain de jeu créatif. Oui, François Loïc, tout d'abord les jingles pubs de la chaîne, réalisés aussi par Olivier Degrave. Nous avons eu l'idée de jouer avec la forme triangulaire et avec des miroirs, nous indique-t-il alors, sous une forme assez simple néanmoins pour que l'on ne tombe pas dans le kaléidoscope pur. Ce dispositif, réalisé par Jean-Pierre Barthes, c'est un cylindre d'une 50aine de centimètres de diamètre, tapissé de miroirs triangulaires et espacés de sorte à rendre leur arête visible. Des jingle pubs qui peuvent s'événementialiser pour des séries, pour des matchs de football, comme avec ce jingle pub aux couleurs de Marseille, ou encore pour le Festival de Cannes. La dernière née des chaînes Canal+ linéaire, Canal+ série créée en 2013, voit aussi son habillage dans la lignée de celle des autres chaînes. Réalisée par Lily Edwards, toujours pour l'agence Devil Fish et sur une bande sonore encore une fois de Malcolm Goldie, des extraits de séries prennent place dans un dispositif qui les altère, les floute et les divise en rectangles qui prennent place alors dans la division en 4 de l'écran. À l'instar de l'habillage de Canal+ Sport, les connaisseurs ne reconnaîtront pas tout de suite leur série préférée, elles ne reconnaîtront que leurs mouvements et leurs couleurs. 30 ans après, on réinvente le cryptage sur Canal+, blaquait alors Olivier Chat et Olivier Degrave, qui l'assistaient à la direction artistique. Un dispositif, là aussi réel, insiste-t-il. Nous avons fait des simulations informatiques de cet habillage et le rendu n'a rien à voir. L'identité de Canal+ repose notamment sur l'abstraction et la lumière. Et il y a des subtilités concernant cette dernière que l'on ne peut pas obtenir en infographie. Enfin, en 2015, c'est Canal+ Sport qui a le droit à un nouvel habillage, conçu par Holman & Hunt pour l'agence DBLG, une installation de United Visual Artists constituée de miroirs rotatifs avec des lumières LED sur leurs côtés, dans lesquels des sportifs et leurs actions se reflètent, des jingles, réalisés par Richard Holman, dont on vous a parlé sur le blog, et dans le 4e épisode de notre podcast. Mais au-delà de l'aspect visuel, un autre lien peut se tisser entre ces éléments, et vous l'avez certainement remarqué si vous nous écoutez en podcast. Et oui, ce sont en effet ces compositions de Norbert Gilbert qui résonnent dans une grande majorité de ces éléments. À l'instar de Devil Fish, c'est le studio Yellow Shark Music qui collabore avec la direction artistique de la chaîne cryptée pour lui donner son identité sonore comme elle l'avait déjà fait auparavant avec iTélé ou Planet Plus. La signature sonore passe avant tout par la voix, ici 3 différentes, une d'homme, une de femme et un beatboxer. Norbert Gilbert nous expliquait à l'occasion des 30 ans de la chaîne, enregistrer indépendamment les notes, puis reconstituer la mélodie au montage, là aussi pour créer de l'abstraction à partir du réel. Un recours aux voix, mais aussi au vibraphone, un héritage là aussi issu du passé de Canal+. Les compositions de Philippe Edel et d'Arnaud DeVos en 84 puis 95, puis celles de Stéphane Saunier et Florent Barbier en 2003, comme celles que l'on vient d'entendre, sont presque inconsciemment reprises dans les compositions actuelles pour Canal+. Un héritage que l'on retrouve aussi dans ce son. Écoutez bien la fin de ce jingle. À Canal+, on surnomme cette virgule finale le chicha, c'est en réalité un claquement de doigts à la réverbération fortement compressée. Tous ces sons, ce sont des sons Canal, nous rapporte Norbert Gilbert, mais ils ne ressemblent pas à ce qui a été fait avant. Et nous sommes maintenant en 2020, le Canal+ d'après est maintenant celui d'avant Netflix, d'avant l'OTT, et se pose une nouvelle fois cette question, quel positionnement pour Canal+, et donc quelle identité ? Merci Bastien. Alors tous ces extraits d'entretien sont à retrouver sur le blog du Nodal, un ensemble d'articles rédigés depuis quelques années maintenant. C'est d'ailleurs l'occasion d'en remercier tous les rédacteurs. Le lien vers ces articles est dans la description. Alors Bastien, si je t'ai bien compris, le Creative Playground, c'est du réel au sein de dispositifs.
Mais on retrouve aussi l'inverse dans quelques éléments mis à l'antenne, des dispositifs dans le réel. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ? Alors, donc là, ce qu'on a vu par exemple les jingle pubs, c'est on met des prises de vue réelles au sein d'un dispositif. On retrouve l'inverse, par exemple, dans l'habillage des 30 ans de Canal+, où on a vu par exemple un grand 3 et un grand 0 que Jamel Debbouze aimait beaucoup maltraiter en polystyrène, si j'ai bonne mémoire, qui du coup était présent en réel sur le plateau, et toute la frise notamment des animateurs, donc c'est une frise qui dure 12-14 minutes si j'ai bonne mémoire, avec tous les animateurs présents et anciens au moment des 30 ans de Canal+. C'est uniquement des prises de vue réelles qui ont été mises bout à bout. Il y a un seul ajout d'éléments virtuels, c'est au moment du journal du jeu vidéo, où ils ont ajouté une partie de Pong par-dessus la prise de vue. On peut aussi retrouver ça dans les génériques des sports. Alors j'ai en tête les spécialistes, qui était une émission sur Canal+ Sport avant, qui a été remplacée par des émissions dont je vais parler juste après, où on voyait des losanges de couleurs qui étaient présents sur un stade de foot pour les spécialistes Ligue 1, ou sur un circuit de course pour les spécialistes F1. Et ça a été remplacé par le Light Football et le Light Rugby Club, où là aussi on retrouve des spots qui sont placés devant le siège lumière de Canal+, donc c'est le siège où se tournent les émissions, celui du pôle production. On le retrouve, ces spots aussi, dans le générique de Daily Sport et de l'info du sport avant, comme si c'était le nouveau marqueur des émissions de talk de tout le pôle sport de Canal+. Alors Bastien, tu nous parles de spot, donc de lumière, et la lumière dans le Creative Playground, est en quelque sorte venue remplacer la couleur, Valentin. Oui, en fait, à l'époque d'Étienne Robial, on avait la couleur qui était le médium clé pour la charte graphique de la chaîne. Et effectivement, la lumière est venue le remplacer. Et cette lumière est venue s'ajouter, Bastien l'a dit, à la typographie et la géométrie qui sont là depuis les débuts de la chaîne. Mais il y a toujours des réminiscences. L'exemple de Canal+ Régie, il est extrêmement parlant. On a ce laser qui vient reproduire le tracé régulateur. Ça fait évidemment penser au générique d'ouverture et de fermeture d'antenne de Canal en 1984, avec le gabarit qui se dessine à l'écran. Pareil, les pixels de Canal+ série, le cryptage, tout ça, c'est comment on arrive à recréer un peu de lien, à refaire une reconnexion, une sorte de reconnexion avec l'héritage et l'imaginaire qui s'est construit au fil des années dans l'identité de Canal+. Un changement dans la continuité, c'est beau. On va justement continuer avec toi, Valentin. Canal+ lance donc une toute nouvelle identité visuelle et sonore. Et pour bien en saisir les enjeux, il faut d'abord se figurer ce que représente le groupe aujourd'hui. Oui, Canal+, c'est même un peu plus qu'un groupe, c'est une véritable galaxie. Alors commençons par le cœur de métier du groupe, à savoir la diffusion. À l'historique Canal 4, mis en orbite en 1984, se sont ajoutés au fil des années une myriade de chaînes thématiques. Canal+, Sport, Cinéma, Décalé, les Ciné+, les Planètes+, Comédie+, et j'en passe bien sûr, ce serait un peu long. Canal étend son offre et cela n'a rien d'un hasard puisque le groupe devient parallèlement opérateur de télévision. Alors les plus âgés se souviendront très certainement de Canal Satellite, lancé en 1992, renommé en CanalSat, puis Canal avant de devenir l'an dernier Canal+, tiens, une évolution à un rien symbolique tant l'âge d'or du satellite semble en effet bien loin aujourd'hui, le groupe se concentre à présent sur le numérique, notamment via sa plateforme en ligne MyCanal, pour distribuer ses contenus. Et puis dernier étage de la fusée Canal, peut-être moins connu du grand public, la production. Soutien historique du cinéma, le groupe finance et distribue de nombreux films à travers sa filiale Studio Canal, dont Bastien vous a montré l'envoûtant jingle, celui-là même que vous voyez en début de séance lorsque vous allez au cinéma. Mais Canal+, c'est aussi un groupe qui a changé de dimension. Vous venez de découvrir un des génériques de Canal+ Afrique. Alors la présence de Canal sur le continent africain ne date pas d'hier, mais elle a connu une soudaine accélération avec l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête du conseil de surveillance il y a maintenant 5 ans. Canal+ est désormais pleinement tourné vers son développement à l'international, son principal relais de croissance d'ailleurs, et cette stratégie lui amène un nouveau public
autant qu'elle lui impose d'affirmer un peu plus sa singularité. Et puis de nouveaux acteurs sont venus bousculer le groupe Canal+. La production et la diffusion de contenu n'est plus l'apanage des grands groupes audiovisuels comme Canal+. Disney, Apple, Amazon ou Netflix s'y sont mis. Et là où Canal+ doit composer avec une nébuleuse de filiales, on l'a vu, ces géants du numérique arrivent avec un avantage certain, une seule marque reconnue dans le monde entier. Dès lors, comment revendiquer une offre plurielle tout en faisant en sorte que le public vous reconnaisse ? Avant Canal+, un autre groupe s'était déjà posé cette question. Sur France TV ce soir. France 2, on prend soin de nous avec Michel Simès. France 3, nouvelle saison inédite pour la stagiaire. France 4, voyage passionnant sur la terre des géants. France 5, au bout du fleuve Irrawaddy, c'est la mer. À voir sur France TV ce soir. Et découvrez les enquêtes du commissaire Van der Valk sur la plateforme France.tv. Bonne soirée. En 2018, France Télévisions rassemble l'ensemble de son offre sous la nouvelle marque France.tv, qui est aussi symboliquement l'adresse web de sa plateforme numérique. En somme, simplifié pour mieux régner. Et du côté de Canal+, on a fait le choix de capitaliser sur l'existant. Pas question de se séparer d'une marque aussi emblématique. Le groupe a souhaité au contraire l'affirmer davantage à l'aide d'une toute nouvelle expression visuelle et sonore. Voici donc le nouveau moving logo de Canal+, littéralement l'expression en mouvement du logo du groupe. Ça n'est donc pas à proprement parler un élément de l'habillage antenne, on parle bien d'une animation que l'on peut retrouver aussi bien à la fin d'un film promotionnel comme à l'ouverture d'une application mobile. Et dans un monde saturé d'images, où la vidéo a pris une place considérable, vous comprendrez aisément qu'une version animée de son logo est essentielle. Le mouvement, justement, il est important pour appréhender la symbolique derrière cette nouvelle expression visuelle. Dans ce moving logo, on découvre, posé sur une face, le signe algébrique seul qui représente la plateforme MyCanal, puis la caméra pivote et dévoile sur une autre face le logo historique. D'une activité à l'autre, Canal+ devient une marque à plusieurs dimensions, un groupe multifacette. Et puis, on aperçoit tout autour de ce logo cette myriade de petites lumières organisées sur une grille. Elle se prolonge à l'intérieur du logo, comme on le devine à travers la forme du plus. Pour Olivier Degrave, que nous avons interrogé à l'occasion, il s'agit, je le cite, d'une mise en abîme de la profondeur de l'offre de Canal+. Ce nouveau moving logo sera donc le marqueur de l'identité du groupe, là où elle s'exprime. Il sera notamment décliné pour la signature seulement sur Canal+, qui met en avant les contenus exclusifs du groupe. Retrouvez Alex Lutz dans son spectacle aux Folies Bergères, seulement sur Canal+. Et puis on l'a vu un peu plus tôt, l'identité sonore de Canal+ est le fruit d'un long héritage, et ce moving logo ne déroge pas à la tradition. Et avant d'en dire plus, regardez, écoutez ce moving logo dans sa version longue. Le son percussif et cristallin du glockenspiel n'est pas sans rappeler les sonorités du vibraphone, l'un des marqueurs de l'identité sonore de la chaîne cryptée depuis quasiment 2 décennies. Et puis, autre clin d'œil au passé de la chaîne avec, cette fois-ci, la reprise assumée d'un gimmick culte, le chicha. Cette filiation ne doit rien au hasard puisque c'est une nouvelle fois le compositeur Norbert Gilbert qui est à la manœuvre en signant une bande-son aux accents féeriques et cinématographiques, une façon de faire évoluer l'univers sonore de Canal+, sans perdre de vue ses fondamentaux,
inscrit dans l'inconscient collectif. Bastien, tu voulais réagir sur des sonorités qu'on peut entendre dans ce nouveau Moving Logo et qui ne sont pas sans rappeler quelques souvenirs. Oui, alors Valentin nous parlait du Chicha qui rappelle l'historique Chicha de Michel Jonas. La voix qu'on entend à la fin de la version longue ou de la toute première qu'on a pu entendre, que je n'imiterai pas pour épargner vos oreilles, elle n'est pas non plus sans rappeler ce qu'on pouvait entendre au début des jingles de 95, quand la voix marquait la progression du trait qui rappelait l'ellipse, ou qu'on retrouvait en fin des jingles pub aussi. Donc cette voix-là, elle est aussi issue d'un long héritage. Mais on peut aussi noter que, donc là on voit le logo de Canal+ en volume, c'est pas la première fois. Alors si on fait fi des adaptations à l'étranger, notamment en Espagne, où le logo Canal+ a été mis en 3D en image de synthèse, ce qui dénote pas mal avec ce qu'on peut voir maintenant sur Canal, on a déjà vu une animation en 3D, en tout cas en relief, du logo dans un jingle. Nos abonnés ont participé à la création de ce film. On le voit notamment à l'antenne avant les films français principalement, qui reprend l'animation aussi inspirée du tracé régulateur de la chaîne. T'en as parlé un peu, Valentin, tout à l'heure, de ce tracé régulateur qui a inspiré de nombreux éléments. Il a aussi inspiré celui-là. On le voit aussi dans l'habillage de Canal+ International, et il a été présenté pour la première fois au moment de l'annonce de la Galaxy Canal+ en été 2016, au lancement de C8, C-Star et C-News. Oui, Valentin, ce Moving Logo, il rassemble jusque dans les locaux de Canal+. Oui, parce que le logo, du coup, en volume, ce Canal+ en volume qui fait 4 mètres de long, il a été récupéré, il a été déplacé et installé dans les locaux de Canal, comme tu le disais, à l'accueil. Et ce qui est assez marrant, c'est que les visiteurs qui viennent au siège de Canal+, s'amusent à prendre des photos du dispositif, parce qu'en plus, on a laissé les lumières à l'intérieur. Donc, ils prennent des photos, ils prennent des selfies, les postent sur les réseaux sociaux. Donc finalement, c'est très indirect, bien sûr, et puis c'est vraiment réservé aux visiteurs des locaux, mais on voit que l'habillage, ça peut aussi créer du lien, ça peut aussi devenir une œuvre qui rassemble et avoir une autre vie ensuite sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez intéressant de voir cet exemple-là. Et la multiplicité des formats, parce qu'il y a différents types de formats avec des durées qui peuvent être très variables. J'imagine que ça a été particulièrement complexe à gérer sur un tel projet. Oui, ça a été un véritable challenge, surtout pour le compositeur, pour Norbert Gilbert. Tu l'as dit, en gros, on a des éléments qui font entre 2 secondes, ça sera peut-être la petite animation au lancement de l'appli MyCanal, avec un petit jingle sonore, jusqu'au Moving Logo de 60 secondes qu'on vous a montré, que vous avez pu écouter aussi. Donc différents formats, et avec tout ça, il a fallu trouver une homogénéité, retenir des sons qui sonnent comme Canal+, qui fassent identité, pour que sur les plus petits éléments, on reconnaisse tout de suite qu'il s'agit du groupe au signe algébrique. On peut clairement dire que c'est réussi de ce côté-là. Et puis un petit détail, une petite précision sur la marque Canal+ Group. Oui, alors là, on a bien compris qu'il s'agit du coup d'un travail sur la marque Group en tant que marque ombrelle. Il existait déjà une marque Canal+ Group. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est le logo gris argenté avec la petite mention Group en futura en dessous. Mais c'était qu'une entité administrative, c'était vraiment une marque pour désigner le groupe qui réunit toutes les filiales de Canal. Donc il y avait jusque-là un travail très traditionnel qui avait été fait autour de cette marque, c'est-à-dire un logo, une application sur du papier en tête, sur des cartes de visite. On n'avait pas encore pensé cette marque groupe comme une marque très forte qui puisse être utilisée dans les supports promotionnels du groupe, justement. Et on continue de découvrir ce nouveau Moving Logo. Côté coulisses cette fois, alors on vous a un petit peu dévoilé les choses. C'est un élément qui réunit quelques-uns des ingrédients du Creative Playground et dont nous parlait Bastien un petit peu plus tôt. On y retrouve la lumière, bien sûr, mais aussi le recours à un dispositif réel. Direction la Cité du Cinéma à Saint-Denis, c'est dans l'un de ces immenses plateaux de tournage que ce nouveau Moving Logo a pris corps l'été dernier. Si vous regardez la version vidéo de ce podcast, vous découvrez cette grille composée de 2000 LED et haute de 14 mètres. Au sol, un large bassin rempli d'eau dans lequel se reflète l'installation. Et puis ce logo qui trône au centre du dispositif, cette boîte donc de 4 mètres de long dont l'intérieur est tapissé d'ampoules. Un objet suffisamment grand pour pouvoir y faire pénétrer l'objectif de la caméra.
Et puis sortons du champ de la caméra justement pour mettre en lumière les équipes à l'œuvre sur ce projet, car il n'est finalement pas si fréquent de voir réunis pour la production d'une identité de marque autant de savoir-faire différents. Les graphistes qui ont préparé les premières simulations 3D pour tester le concept, la société Setup pour la conception et la fabrication du logo, les techniciens de LED and Design pour l'installation des ampoules et ceux de D-Labs pour leur pilotage. Et le dispositif n'est pas moins impressionnant pour la partie musicale puisque celle-ci a été enregistrée à la scène musicale à Boulogne-Billancourt avec un orchestre d'une 30aine de musiciens. Si je vous raconte tout cela, c'est peut-être aussi parce que cette nouvelle identité de Canal trouve autant son expression dans ses moyens que dans sa fin. Et ce n'est certainement pas un hasard d'ailleurs, puisque le groupe a présenté, le jour même de ses 35 ans, le making-of de cette nouvelle signature. Car avant d'être un jingle vidéo, ce moving logo est un objet physique, une sculpture qu'il a fallu animer et mettre en scène. En somme, une performance artistique. Et les nouveautés ne s'arrêtent évidemment pas à ce moving logo. Vous avez peut-être aperçu de curieuses formes géométriques qui ont fait éruption ça et là dans les supports de communication du groupe. La Futura Canal, l'emblématique typographie corporate du groupe depuis 35 ans, a été réinterprétée. Pour chaque caractère, on est venu isoler, découper certains détails de la lettre dans une forme carrée. Le résultat, pas vraiment un alphabet, plutôt une sorte de langage graphique qui amène ou vient soutenir certains textes. Je vous invite là encore à jeter un œil à la version vidéo du podcast pour voir le résultat. Comme on a pu le voir au début de cette bande promo diffusée sur l'antenne linéaire de Canal+, dans l'entête de ce communiqué de presse ou même encore dans le making-of du moving logo. Alors l'usage des nouveaux médias semble en tout cas avoir beaucoup influencé cette nouvelle identité. Oui, c'est une façon pour Canal+ de questionner et de réinterpréter les principes phares de son Creative Playground à l'aune de l'ère numérique. La lumière est éclatée en une multitude de points lumineux, organisés de manière quasi algorithmique. La typographie devient une sorte de langage codé, inscrit dans des carrés qui ne sont d'ailleurs pas sans faire penser aux pixels. Mais au-delà de l'esthétique, il est aussi question d'une démarche. Car dans un monde où l'on n'a jamais produit autant d'images, où il est à la portée de chacun de fabriquer du visuel, il n'a jamais été autant nécessaire pour le groupe de se différencier. Et comme le résume Olivier Degrave, je le cite à nouveau, l'idée du dispositif réel est encore plus importante dans une expression digitale. Derrière la plateforme MyCanal, il existe une éditorialisation humaine. Si on doit le penser graphiquement, notre valeur ajoutée à Canal+, c'est de tourner nos habillages en vrai. Cela participe de créer quelque chose d'unique et d'inimitable. Alors ce qui a un petit peu agité tout le monde à la sortie de ce nouveau moving logo, c'était de savoir s'il constituait un prémisse d'un nouvel habillage pour Canal+. Valentin peut-être ? Oui, alors on a essayé de vous expliquer le plus clairement possible qu'il s'agit du coup d'un travail sur la marque globale, hein, donc ça veut dire que c'est un travail qui va irriguer à la fois les supports de communication dans les cinémas, les réseaux sociaux, les magazines, pour in fine rendre la marque Canal+ encore visible. Donc ce projet en tant que tel, il n'acte pas l'arrivée d'un nouvel habillage, hein, même si on commence dans ce projet par travailler sur le haut, l'identité globale, et que peu à peu on va venir travailler sur les autres supports en bas. Donc on peut imaginer que ça influe un terme sur l'identité visuelle et l'habillage des antennes du groupe Canal+. Mais ça, on le verra dans les prochains mois. Oui, on l'a vu, une déclinaison déjà sur les supports digitaux, sur MyCanal notamment, avec le lancement des catégories de programmes MyCanal 2, MyCanal de Ken Kojandi notamment, avec toutes des recommandations de la part de ses personnalités. On a vu déjà une déclinaison à base d'extraits de la Futura Canal, de morceaux de la Futura Canal, et avec les LED qu'on peut voir dans le moving logo. Mais ce moving logo en tant que tel, à l'antenne, il a été diffusé à très peu d'occasions. Il a été diffusé le jour de l'anniversaire de Canal+. Mais Canal diffuse d'abord les autres marqueurs de son identité avant ses programmes phares. On retrouve les jingles création originale, création décalée, création documentaire. On retrouve aussi les cases pour le cinéma coup de cœur et Canal+ première. On retrouve avant le sport, typiquement avant la F1 et avant la MotoGP, les génériques qui ont été conçus pour les sports mécaniques, pareil pour le reste des sports. On a pu notamment par contre le voir avant les matchs du samedi 21h en Ligue 1. Alors c'est la nouvelle case premium du football sur Canal+. Et c'est pour bien marquer cet aspect premium que cette diffusion ait précédé ce jingle-là, parce que c'est une diffusion maintenant politique. Les relations entre téléfoot
Mediapro et la LFP sont tendus. Alors on va diffuser de podcasts, on ne sait toujours pas si la chaîne va encore émettre. Aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, il y a encore une des informations qui sont tombées comme quoi ça va peut-être pas durer encore longtemps, ou alors peut-être que Téléfoot va rétrocéder le match du dimanche soir à Canal. Les informations bougent beaucoup et donc Canal a besoin d'affirmer cet aspect premium à des moments clés de sa diffusion linéaire. Et une force de Canal+ sur ce type de projet, c'est la possibilité de s'appuyer sur les équipes artistiques et techniques en interne, avec la possibilité, grâce à la direction artistique, de pouvoir créer et produire en interne, d'emmener tout le monde avec les équipes de Canal+, toutes les ressources qui existent au sein du groupe. Et ça, c'est une vraie force. Mais alors la question que beaucoup d'internautes se posent et dont je vais me faire le relais aujourd'hui, c'est pourquoi un dispositif réel plutôt que des images de synthèse? Parce qu'on se doute bien que quelque chose de réel, c'est plus cher, plus long, ça demande plus de compétences, plus de temps, plus de savoir-faire. Ouais. Est-ce que vous avez la réponse, vous, de votre côté? C'est une question qu'on nous a beaucoup posée sur Twitter, oui. Au moment où on a sorti l'article, et même au moment où est sortie l'identité. Mais pourquoi ils font pas comme Netflix? Pourquoi ils font pas comme les autres à juste faire de la 3D? La réponse, c'est tout ce qu'on a dit tout le long de ce podcast. Au final, on a essayé de répondre à cette question-là. C'est un process créatif qui est radicalement différent. C'est des possibilités qui sont différentes. Un jeu sur la lumière, surtout, on a dit la lumière est un des piliers. La lumière ne se comporte pas pareil en réel comme en virtuel. Le moving logo de Studio Canal, on en parlait dans un précédent podcast en pépite. Les conditions de tournage pour afficher ces lasers bleus étaient très complexes. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu reproduire en réel. C'est aussi et surtout pour prendre le contre-pied de tout le monde. Les plateformes américaines font beaucoup de 3D, les majors américaines font énormément de 3D. Si je vous parle du moving logo de la 20th Century Fox, vous voyez cet immense bloc de 3D sur lequel on se balade. Universal pareil, là on prend le contre-pied, on veut faire de l'européen, surtout on veut faire de l'anti-américain, assez fortement en prenant ce contre-pied total. Pas de 3D, pas de symbole fort, pas de grosses trompettes. On a le catalogue qui se reflète dans les vitres comme il se reflète dans les écrans des spectateurs. Oui, Valentin, tu voulais ajouter des choses à ce sujet? Oui, il suffit de regarder ce nouveau moving logo. On voit alors, non seulement le grain de l'image, c'est sûr que si ce moving logo avait été fait en 3D, on n'aurait pas eu cette texture-là, mais même juste avoir la matérialité de l'objet, les guirlandes qui apparaissent très clairement. Même si vous regardez bien, on voit le fond du plateau de tournage, l'arrière-plan du studio. Tout ça, ça participe de donner aussi un certain cachet, des repères réels, tangibles. Et ça, dans des images qui sont parfois extrêmement froides, extrêmement désincarnées, c'est aussi ramener un petit peu d'humain et au final être un petit peu différenciant, se décoller aussi d'une image, voilà, du numérique, du digital qui peut être extrêmement froid, extrêmement distant. Et ça, dans cette époque-là, on a besoin aussi d'humain, on a besoin aussi de tangible. Merci Valentin, merci Bastien. On passe à présent aux pépites. Et donc on va commencer avec la pépite de Bastien. Et cette pépite-là, elle est uniquement audio. Oh, écoutez bien. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi je vous ai dit qu'il était uniquement audio ? Oh, ça dure longtemps en plus. Bah, il dure 208 secondes. Ah oui, donc on a le temps de faire des propositions. Donc, oui, comme c'est toi, Bastien, je dirais Eurosport ou l'équipe. Non, j'ai faux, forcément. Pour une fois, non. C'était pour vous piéger. Je crois que ça a un petit lien avec Canal+, quand même. Petit, même un peu gros. Un peu gros, même. On retrouve quand même des sonorités, oui. Ouais, c'est le... Tu sais ce que c'est, Valentin, du coup ? Alors, je crois que c'est d'abord la musique d'attente téléphonique de Canal au début des années 2000, quelque chose comme ça. Ouais. Ça a été réutilisé ensuite. Alors, on est en tout début 2005, lancement de la TNT, j'en parlais au tout début du papier. Et bah, Canal+ n'était pas diffusé en crypté sur la TNT. Pour basculer sur Canal+ crypté, il fallait éteindre son décodeur TNT, rebasculer sur l'analogique, allumer son décodeur Canal et regarder Canal comme ça. Ça a duré quelques mois, en tout cas au lancement de la TNT, tant que c'était pas prêt techniquement pour Canal de diffuser ses programmes cryptés là-dessus. C'était sympa. Moi j'aime beaucoup les boucles musicales comme ça quand il se passe pas grand chose. La musique de lancement de François notamment, je l'écoutais en boucle.
Et donc là c'était quelque chose. Quand il y avait rien à regarder, je mettais la boucle sonore de Canal et c'était pas si mal. Elle est superbe cette musique. Et on retrouve le vibraphone dont on parlait tout à l'heure. On vous en fait profiter encore un petit peu. Merci Bastien pour cette pépite que je découvre me concernant. Et on va passer à la pépite de Valentin. Eh ben c'est parti. Est-ce que ça aurait pas un petit lien avec Canal+ par hasard? Ah oui, c'est totalement raccord avec vos papiers en fait. Donc Canal aussi, ouais. Oui, 92. Effectivement, c'est Canal+, 92, et c'est une période un peu particulière. Alors là, on est au JO de Barcelone, hein, c'est ce que vous avez entendu, c'est le générique du JT, mais version JO de Barcelone, puisque Canal avait changé tout son habillage à l'époque pour l'occasion. Mais c'est surtout l'époque d'un test grandeur nature, puisqu'à l'époque, c'était la première fois qu'on faisait apparaître le logo de Canal+, sans l'ellipse, shocking, comme diraient les Anglais. Et en fait, Étienne Robiel réfléchissait depuis quelques mois déjà à virer l'ellipse du logo de Canal+. Et à l'époque, l'équipe marketing lui disait que c'était une très mauvaise idée. Enfin, en tout cas, ils étaient vraiment pas très très chauds à l'idée d'enlever ce marqueur très fort de l'identité de Canal+. Et Étienne Robiel s'est dit, on va juste essayer, voir ce que ça donne. Et puis, si les téléspectateurs se plaignent pas, c'est que finalement, ça devrait passer. Et ce test a été plutôt fructueux, puisque 3 ans plus tard, on aura le nouvel habillage avec les fameux carrés de couleurs. Et on aura ce logo de Canal inscrit dans un rectangle noir. Pour l'anecdote, ils ont même fait un sondage auprès des spectateurs, des abonnés de Canal+, pour leur demander leur avis sur cet habillage-là. Et du coup, il y avait 2 questions. C'est comment vous avez trouvé l'habillage? Donc ça a été majoritairement positif. Et la deuxième question, c'est comment vous avez trouvé l'ellipse? Ça a été aussi majoritairement positif, alors qu'elle n'a jamais été diffusée. Ce qui a conclu effectivement au fait que le logo de Canal se tenait tout seul et n'avait plus besoin de l'ellipse. Et ce qui avait prévalu à ce test, si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas me tromper, c'était en fait la nécessité de pouvoir faire figurer le logo de Canal+ sur les bords de stade. Et le problème de l'ellipse, c'est que compte tenu de la faible hauteur, ça réduisait le logo énormément et il était disproportionné, trop petit par rapport au logo des autres sponsors. Tu l'expliques avec des termes vachement moins crus que Étienne Robiel. On va continuer avec ta pépite, Antoine. Alors moi, vous allez voir, c'est une chaîne que je connais pas forcément, mais voilà, je vous en dis pas plus. Voici ma pépite. Ça me dit quelque chose. Au début, on dirait un début de jingle e-télé. Après, ça fait un peu Euronews. Ça fait très chaîne d'info, ouais. C'est pas exactement ça. Ça me dit quelque chose. Ce serait pas une parodie de chaîne de télé par hasard? On peut le dire comme ça. Genre sur une île à l'ouest de la France? Oh. Télé-Oléron? C'est Télé-Oléron? Oléron? Non. Oh merde. Moi, ça me faisait un peu penser à Canal International, l'époque un peu Groland. Non, c'est pas ça. Non plus. Une chaîne locale, peut-être? Non. C'est une chaîne qu'on a déjà évoquée déjà en rigolant dans un autre podcast. C'est pas Voyage Télé Non. Dans le premier podcast, je crois qu'on en a parlé. En rigolant? Pas notre genre. Est-ce que ce serait pas une chaîne d'un club de sport ou quelque chose comme ça? C'est une chaîne, non, c'était une chaîne du groupe Lagardère qui a disparu. Match TV? Match TV, ouais. Oh purée. Oh, c'est vrai, on avait parlé de Match Télé dans le premier podcast. On avait oublié l'existence de Match Avec Télé. Un bel anachronisme d'ailleurs de ma part.
Non, donc oui. Mais c'est quel élément de Match TV ça? C'est le générique antenne de Match TV, c'est la version bulle qu'on trouve. J'aime bien aller chercher en fait les génériques antennes. C'est bien, ça nous donne des indices. Oui, voilà, ça vous donne des indices pour les prochaines fois. Non, ça permet un peu d'aller chercher ces médias qu'on va pas forcément chercher quand on se promène sur la médiathèque. C'est vraiment de la pure recherche comme ça, de voir des choses que je connais pas du tout. Et donc c'est un média qui a été publié et sur lequel on nous indique qu'en fait le son qu'on entend sur Match TV, c'est Jean-Michel Jarre qui l'a composé. Non. C'est pas vrai. Si, c'est ce qui est écrit sur ce média-là. Donc finalement, c'est France Info avant l'heure. C'est peut-être pour ça que ça nous dit quelque chose quand même à l'oreille. Voilà, donc j'ai trouvé, ça m'a surpris. Alors visuellement, pour ceux qui nous suivent sur la version vidéo, il se passe rien. Concrètement, c'est le logo de Match TV avec des bulles en arrière-plan, un petit peu comme un écran Windows. Match TV, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne qui devait figurer sur la TNT, mais qui avait gagné les appels d'offres, mais qui, faute de moyens, faute de réussite finalement, a périclité bien avant. Et donc le groupe Lagardère a rendu la fréquence en fait. Eh bien merci Antoine pour cette pépite. Alors, c'est aussi le but des pépites que d'aller se plonger dans des médias qu'on connaît moins. Et ce sera également le cas de mon média que je vous invite à découvrir maintenant. J'ai l'impression que vous avez reconnu. On tue des gens, mais c'est jazzy. Wouh. Très sympa, c'est très convivial ça. C'était bien avant Le Messager, et là ceux qui ont écouté le début du podcast, du coup, ont à peu près deviné de quoi il s'agit. C'est l'histoire d'une femme. Ah, c'est l'histoire d'une femme. C'est pas Coluche, c'est l'inverse de Coluche, c'est pas l'histoire d'un mec. C'est ça, exactement. En même temps, c'est pas vraiment très drôle cette histoire, a priori. Bastien, Valentin, il s'agit de... Faites entrer l'accusé, je crois. Faites entrer l'accusé. Et il s'agit en effet du premier générique de Faites entrer l'accusé, cette nouvelle émission présentée alors en 2001 par Christophe Ondelat, qui retraçait le parcours d'assassins. Et à l'époque, le titre de l'émission d'ailleurs était adapté en fonction de s'il s'agissait d'un tueur ou d'une tueuse. Et donc ce générique, vous pouvez le retrouver puisque sur YouTube, il y a une chaîne qui repropose l'ensemble des épisodes de Faites entrer l'accusé. Et donc il figure parmi ceux-ci. Et enfin, on vous a demandé sur les forums si vous aviez vous aussi un habillage télé à nous faire découvrir et à faire découvrir aux auditeurs du podcast. Parmi toutes vos propositions, notre huissier à nous, Maître Antoine, en a tiré une au sort. Et donc, qui est l'heureux sélectionné, Antoine? Maître Antoine, rien que ça. Alors, l'heureux sélectionné, c'est l'heureuse sélectionnée. C'est Morgane Echo qui nous envoie sa pépite, que je vous laisse écouter. Alors moi, ça me donne envie de danser, mais j'ai pas d'idée. Ça sonne très outre-mer, je trouve. Ah, la Marseillaise. On entend une petite Marseillaise, là, remixée, d'ailleurs. Oui. Ça sonne France et Outre-mer, à mon avis, c'est France O. Ouais, effectivement. C'est une émission de France O. C'est une émission qui s'appelle Toutes les France. Qui s'appelait. Donc, voilà, un média capturé en 2011. En l'occurrence. Donc je vous lis ce que nous a écrit gentiment Morgane dans la proposition de sa pépite. Alors j'avoue que c'est pas le programme le plus connu de l'histoire de la télévision française, mais c'était une émission de débat d'actualité qui essaie de creuser ces sujets, notamment des problématiques de société et bien souvent de la société française. Diffusée sur France O, dont une des missions était l'ouverture sur la diversité, elle se distingue par un sonore avec une mélodie peut-être inattendue pour un générique, la Marseillaise, l'hymne national, qu'on l'on ne devine qu'à la fin, est reprise dans un style plutôt branché, mélangeant djembé et aussi des claquements de mains et de la guitare. Ce sonore de Marseillaise revisité est accompagné sur le plan visuel par un enchaînement de plans montrant des personnes filmées en extérieur. Tiens donc, un peu comme dans les nouvelles boucles de décrochage régional de France 3, wink wink, avançant vers la caméra, entrecoupés de gros plans sur leur visage. Un générique qui fait donc écho de manière assez originale et en moins de 30 secondes aux idées de proximité, de pluralité et de nation française. Ces dernières notions se retrouvent jusque dans le titre de programme, Toutes les France,
dont l'apparition à l'écran clôt le générique. Un bel hommage, merci Antoine. Et n'hésitez pas à nous envoyer votre pépite de la médiathèque pour le prochain épisode. Le lien vers le formulaire est en description de l'épisode. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode 7. Merci à tous, merci Valentin, merci Bastien, merci à Antoine, à la technique notamment. En effet, je tiens vraiment à vous remercier pour le gros coup de main à la préparation de ce numéro que nous tenions à vous proposer malgré un contexte Covid compliqué qui ne laisse pas toujours beaucoup de temps à côté du boulot. Merci également à toute l'équipe du site Le Nodal qui œuvre aussi dans l'ombre, mais sans qui nous ne pourrions pas vous proposer les plus de 25 000, oui je dis bien 25 000 sons et vidéos présents dans la médiathèque et qui reviennent sur 50 ans d'histoire de l'habillage télé depuis 1970. Une équipe que vous pouvez retrouver sur le blog pour les dernières actus, dans la médiathèque avec notamment les habillages mis à l'antenne pour les festivités de fin d'année, et enfin on se retrouve sur les forums pour commenter ensemble tout ce qui habille nos écrans. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Soyez prudents surtout. Et après l'épisode 8 du repas de Noël, on se retrouve très vite pour l'épisode 8 du podcast. À l'année prochaine. Salut. Salut. Salut.